Je désire remercier très vivement Franco Farinelli pour cette leçon exemplaire d'abord de lucidité, pour cette capacité de transformer un cas spécifique historique dans une vision plus générale qui arrive, comme vous l'avez vu, à notre présent, mais aussi, et là vraiment on n'avait pris aucun accord, parce que son exposé a complété, enrichi et je dirais même donné l'interprétation plus réelle à ce que j'ai dit encore dans le cours de hier. Et tout d'abord au cours même dans son intégralité. Je commence par les aspects les plus généraux et je viendrai après à quelques éléments de détail et après encore on ouvrira notre débat. Tout d'abord, je n'avais pas si clair à l'esprit, mais je le sentais comme un besoin en ouvrant le cours du mercredi, que nous avons besoin aujourd'hui, comme tu l'as montré avec une rigueur extraordinaire, de passer d'une tradition des Pathosformen qui nous ont formés à une vision des Lebensformen, qui est infiniment plus réelle, qui est infiniment plus concret et respectueux du vivant. Et là, tu as vraiment trouvé la forme réelle. Nous avons du reste trop vécu les Pathosformen avec les tragédies du XXe siècle pour y revenir comme une sorte de règle générale, tandis que les Lebensformen me paraissent infiniment plus, je dirais, plus proches de ce que le monde d'aujourd'hui nous demande. Mais alors, c'est pourquoi j'avais pris cette espèce de paradigme d'une métaphorologie. Moi aussi, je suis parti de Blumenberg, de son livre, mais sans passer par Humboldt. Et là, tu as corrigé cette image extrêmement pertinente que tu nous as proposée de la Nueva Castilla. Deuxièmement, je crois que nous avons encore dans les cours précédents, nous avons aussi vu toutes les difficultés que le système triomphant de Linné a posées à des philosophes qui avaient eux aussi besoin de former à partir d'une conscience de la vie une pédagogie. Nous avons lu hier ces lettres de Rousseau extraordinaires où Rousseau dit donc à cette dame, son amie, c'est les lettres élémentaires de botanique, n'est-ce pas, pour former une jeune fille. Il dit je suis conscient que le système de Linné peut se réduire à un arbre de mots. Et donc, avant d'apprendre les mots qui sont arbitraires, il le dit même avant Saussure, il faut commencer à voir par l'expérience les espèces du vivant. Et il envoie un herbier pour commencer à voir. Et je crois que là, tes remarques sont absolument pertinentes. Ça nous a même aidé à, je dirais, à comprendre la difficulté, enfin, le triomphe de Linné, mais la difficulté que nous avons aujourd'hui pour bien comprendre l'évolution et la compréhension de la fin du XVIIIe siècle avec donc le système de Linné. Les remarques de Humboldt sont proches des remarques que Rousseau fait quelques années avant. Troisièmement, il y a un autre élément fondamental. Tu as dit à un moment qu'il y a une proximité, et même tu as cité la source, de Humboldt au système holistique de Goethe. Et là encore, on est là dans une pleine syntonie. Hier, je me suis permis de lire quelques passages de ce roman qui pourrait être mis en place avec le frontispice que tu as projeté, parce qu'en réalité, les affinités électives se passent au point de vue simplement de l'instrumentation narrative avec le plan, vraiment le plan qu'on a à la base du capitaine qui va aménager comme il faut, ayant pris les mesures avec, on a vu l'instrument, par rapport à cette espèce de projet
affectif que d'un côté Édouard et de l'autre côté Charlotte font chacun à sa manière, mais alors avec un manque d'harmonie, un manque de logique, un manque de... Il faut d'abord faire le plan. Et il prend les mesures, et après il va exécuter, il va transformer ce paysage d'un château X. Et évidemment, après tout cela, comment dirais-je, il y a aussi un dispositif affectif de la création du paysage qui fait que les couples se distribuent, comme Goethe le dit, en chiasme. Mais il y a encore un autre élément qui va exactement dans ta direction, c'est-à-dire que tout cela est décrit comme une espèce de mécanique, si vous voulez, ou transformation géographique des sentiments et de transformation de la géographie du paysage en vécu des personnages. Seulement, tout sera plus clair juste et seulement au moment où le voyageur anglais, comme je l'ai rappelé hier, arrive avec sa caméra noire, et va, par sa caméra noire, après faire le dessin, les gouaches, etc., de ce qu'il a vu, et il explique aux dames que ça, c'est le pittoresque. Donc, on revient en effet à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire maintenant le besoin du pittoresque pour comprendre le rapport de l'homme à la nature, et la première image était vraiment une exemplaire de ce point de vue-là. De sorte que finalement, nous pouvons venir à ce qui m'intrigue le plus, parce qu'on a passé des heures avec Francisco à propos de Vermeer. Le problème vraiment de Leibniz que tu as posé, tu as presque eu deux grands piliers, deux statues, deux portes d'entrée, Leibniz pour expliquer Vermeer, et d'autre part donc cette vision totale des Lebensformen ou caractère total proposé par Humboldt. Et justement, je viens pour conclure cette espèce de résumé réciproque de ce que nous avons fait et de ce que tout nous a apporté, et comment tout ça s'intègre parfaitement avec notre cours. Et voilà, je viens donc à cette disposition que tu nous as donnée sur le système leibnizien. Donc, il y a d'abord cette connaissance qui peut être obscure ou claire. Si elle est claire, elle est confuse ou distincte. Si elle est distincte, elle n'est pas adéquate ou adéquate. Et enfin, si elle est adéquate, elle est symbolique ou intuitive. Alors, évidemment, en projetant ce système sur la cartographie, non seulement la cartographie vermeerienne, mais disons, ce que tu pratiques, tu es un leibnizien parfait de la cartographie, parce que tu as bien montré avec cette leçon que chaque fois qu'on parle de géographie, on parle de philosophie. Alors, un Kantien parfait en plus, hein. Il a fait semblant d'enseigner la géographie à Bologne, mais en réalité, il a enseigné la philosophie. On l'a bien vu ce matin. Mais justement, en posant cette question, je viens à des représentations, disons, époque Renaissance, même un peu avant en Italie, disons, donc 15e siècle, où précisément pour avoir et là j'emploie le mot dans le sens que tu lui as fourni, c'est-à-dire quand on a besoin de représenter un territoire pour montrer qu'on est maître ou même titulaire de ce territoire, et donc pour avoir une connaissance claire, distincte et adéquate de ce territoire, me semble-t-il que l'une des manières de représenter cela, c'était de mettre des arbres, ou bien pour représenter les foyers. Est-ce que c'était pour après envoyer des gens pour faire payer les impôts? Ça, je ne sais pas. C'était comme des petites maisonnettes, des toits. Mm-hmm. Alors, une question que c'est juste, évidemment, avant l'époque que tu as choisie pour nous représenter, mais c'est une curiosité pour moi que je n'ai jamais pu satisfaire. Alors, je profite du moment pour le faire.
Est-ce que, à ton avis, c'est un fantasme de ma part, c'est-à-dire que je vois une symbolique des arbres partout, ou bien c'est quelque chose qui est inscrit dans une tradition qu'on pourrait expliquer avec des critères véritables? Je ne sais pas. Je ne sais pas dans le sens que... Alors, il y a beaucoup de problèmes, évidemment, là. La première chose est... Nous n'avons pas... Nous avons quelque chose, mais nous ne savons pas lorsque le regard que nous posons sur la Terre s'est distingué du regard que nous posons sur la face des gens. Puisque jusqu'à un moment, c'était exactement le même. Aussi dans mon discours, Lavater, la physiognomique qui dans les titres même, la physiognomique, donc le texte de Lavater, c'est 1775-78. Mais le titre, c'est très indicatif, puisque, alors c'est, traduit en français, fragment de physiognomie pour l'amélioration de la connaissance de l'homme et pour l'amélioration de l'amour entre les hommes. Donc, du point de vue de la physiognomique, il s'agit d'une série de règles générales qui sont valables pour la face de la Terre et pour la face des hommes. C'est à partir de l'échelle de la physiognomie que le regard scientifique s'est séparé, s'est articulé dans des directions tout à fait qui sont en contraste entre eux. Mais jusqu'au XVIIe siècle, je crois, c'était la même chose. Donc alors, planter des arbres sur la face de la Terre, c'était exactement la même chose qui faire des signes ou tracer des signes sur sa face. Je me souviens d'un astronome qui a produit pourtant le premier atlas de l'Italie, Giovanni Antonio Magini. Giovanni Antonio Magini, qui était publié au début du XVIIe siècle, mais il s'agissait d'un volume qui était déjà accompli à la fin du siècle avant. Et alors, le même qui va produire le premier atlas moderne italien, c'est le même auteur qui va écrire une métoposcopie, c'est-à-dire l'art de physiognomique, l'art de, nous sommes à la fin du XVIe siècle, hein, l'art d'individuer de la forme du visage des gens, individuer le caractère et ce qui est à l'intérieur, évidemment. Donc alors, je n'ai pas la réponse pour ta question, franchement, une réponse précise. Mais je crois que la direction, c'est exactement là. Sur le signifié de la couverte végétale, sur la signification de la couverte végétale, nous avons oublié presque tout. Hein. Nous avons oublié presque tout. Et je ne sais pas. Je ne sais pas, Carlo. Je n'ai pas une bonne réponse à ta bonne question. Je ne sais pas.
Alors, ce sera pour un cours à venir que nous ferons ensemble, mais je souligne, parce que la dernière remarque est fondamentale, cette distribution du visage de l'homme sur la Terre ou la projection du visage de la Terre sur notre visage. Il y a eu une magnifique saison. Je ne connais malheureusement que des exemples italiens comme toi, mais juste 50 ans après Masini, un autre Bologais, Ovidio Montalbani. Oh, si. Voilà. Alors, Ovidio Montalbani faisait des lectures annuelles avec les signes de l'année, qui étaient fournis donc avec des prévisions de l'année, qui étaient fournies aux confrères de son académie. Et alors, il a écrit dans un italien admirable, lui aussi autour des signes des caractères, puis il a décrit aussi le visage des plantes quand on coupe, il y a toute une espèce de géographie, hein, et puis il a écrit sur les comètes, cométoscopie, avec donc les signes qui doivent venir. Et puis, je le lirai l'année prochaine, je ne peux pas me priver, parce que c'est d'une beauté extrême, les discours de la neige. C'est-à-dire, il a pris certains éléments qui peuvent changer de forme, là aussi, une critique de la forme à la faveur de la vision phénoménologique. Là, il y a une espèce de phénoménologie Absolument, déjà. absolument. Il y a un seul élément qui peut être en même temps liquide, entièrement solide, la glace, et avec une variété extrême de mobilité, par exemple la neige ou le brouillard ou les nuages, donc une condensation différente de vapeur. C'est l'un des textes les plus extraordinaires qui vont dans la même direction de Masini. Donc, retenons aussi dans cette réponse, encore une fois, les Lebensformen contre la structure trop figée, linéenne, disons, du monde végétal. Mais bon, nous, on a dialogué. Maintenant, je voudrais laisser la parole, d'autant plus qu'aujourd'hui, il était question d'un grand moment de la culture allemande, à ceux qui sont bien plus compétents que nous et qui sont là présents. Je ne sais pas si Harald ou Bénédicte veulent prendre la parole, puis je passerai aussi, bien sûr, Bénédicte, voilà, ou Harald.